Nous sommes de retour avec nos invités Eric Johnson et commis Valentin Mayaba. Ils sont des journalistes. On parlait du Jésus Baoulé qui a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République de Côte d'Ivoire. On vous redonne la parole, Eric Johnson, vous étiez dans un développement. Oui, je disais aussi que, vous savez, ce qui a créé la scission au sein de l'Église chrétienne, c'est surtout cette histoire où les hommes, les fidèles, devaient magnifier le prêtre, devaient s'accroupir devant le prêtre, prendre le prêtre comme l'être suprême. C'est vrai que dans toute société, il y a une hiérarchisation qu'il faut respecter. Sauf que dans le temps ancien, le prêtre est considéré comme l'être suprême qu'il faut à tout moment glorifier et magnifier. Mais c'est de cette manière que les gens ont dit non, mais ils sont des humains comme nous. S'ils arrivent à lire la Bible, à la comprendre et à appliquer ces dogmes, c'est que nous aussi, en tant que chrétiens, nous pourrons le faire. Et donc ça a commencé comme ça, et après, on a vu ce qu'on a vu, l'Église s'est éclatée. Aujourd'hui même, ces églises-là, dont tes membres, ce Jésus Baoulé, M. Quadio, mais c'est l'Église baptiste. L'Église baptiste, alors on avait eu l'Église protestante qui était un bloc aujourd'hui, qui aussi a subi la même chose parce que les gens voulaient quand même avoir certaines libertés pour prier Dieu. Et donc, je crois que tout le problème que pose cette histoire où des hommes vont sortir pour se mettre au-dessus des autres dans l'Église, je crois qu'il faut mettre fin à cela, mais il faut que ce soit des règles établies pour que tout le monde puisse les respecter. Et je crois que ce monsieur le Jésus Baoulé, une fois en prison, va réfléchir à ce qu'il a fait, et là, les autres pasteurs aussi. Ceux qui ont posé le problème, ceux qui ont porté plainte contre lui, je crois que désormais, eux aussi, ils vont mieux se porter dans leur église respective. À l'origine de cette arrestation, les vidéos de prédication de Joachim Kwame Nguessan, qui se présente comme la réincarnation du Christ, toujours vêtu d'une soutane blanche et la tête couverte d'une serviette blanche. Ses prêches en français et en baoulé donc alimentent depuis quelques semaines les conversations sur les réseaux sociaux. Le Jésus Baoulé, donc, commis Valentin Mayaba, comme le surnomment donc les internautes, affirme être venu accomplir la fête d'État. Ça, on l'a déjà dit, mais c'est quelqu'un qui alimente aussi les réseaux sociaux. Ah oui, beaucoup. Aujourd'hui même, je crois que c'est un canal par lequel beaucoup de pasteurs passent pour avoir beaucoup d'adeptes. Ça, il faut le dire. Parce que... Mais ici, il y a un problème. Il faut recadrer le débat. L'Afrique même dans son ensemble a un problème. Le plus souvent, ces genres de situations, c'est en Afrique que ça se passe. Parce que l'Africain, je me dis, comme on le dit souvent, Dieu est africain, comme les gens le disent, puisque souvent on dit, en Afrique, nous prions 5 sur 5 ou 7 sur 7. Les Européens n'ont pas ce temps. Ça, il faut quand même dire la vérité, parce qu'à un moment donné, l'Africain aime le miracle. C'est-à-dire que nous pensons que nous avons des problèmes et nous nous oublions. Au lieu de faire, de travailler, nous sommes là pour chercher des miracles, pour pouvoir quand même trouver solution à nos problèmes. Nos problèmes demain. Et Jésus Baoulé a apporté des solutions. Ah oui. Nous avons des problèmes. Nous pensons que c'est dans les centres de prière que ces problèmes trouveront solution. Je dis non. Et vous savez,
Et c'est Dieu... ce qu'on dit, ces gens-là jouent finalement sur la psychologie. Oui, c'est la psychologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous voyez déjà un peu dans les églises qui se créent actuellement, c'est fondé sur des miracles. C'est-à-dire que là où il y a des miracles, vous allez trouver un grand nombre de personnes. Donc ça fait que même ces pasteurs-là vont faire tout pour chercher les moyens, enfin les miracles là, pour pouvoir avoir une grande, puisque c'est devenu un fonds de commerce. Ouais. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est des grandes entreprises. Les passeurs qui sont des passeurs à un niveau où ils produisent des miracles, d'où on ne sait pas d'où viennent ces miracles, sont des grands entrepreneurs, ils ont beaucoup de moyens. Là, je ne vous dis pas, je vous parle de quelque chose. Donc ça fait que tout le monde se lance dans le métier. Et ils utilisent. C'est devenu un métier. Voilà, finalement. non, c'est devenu un métier. C'est-à-dire que c'est un métier. C'est-à-dire que actuellement, nous savons que quand on dit tu es prêtre ou tu es pasteur et tout, c'est un appel de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus un appel de Dieu. Il suffit que, bon, tu es là, tu ne sais pas comment il faut faire, il faut aller peut-être à une école publique et tout. Tu commences à mettre des stratégies en place et tout à l'heure, tu crées une église un peu partout et voilà, tu deviens riche. Donc, moi, je dis, il y a un problème fondamental que les Africains doivent quand même repenser parce que, à un moment donné, le Dieu là, c'est que Dieu, vous n'allez pas voir Dieu quelque part comme ça physiquement. Dieu, c'est nous. C'est-à-dire que c'est ce que tu penses qui est ton Dieu. Ce à quoi tu penses. C'est ton identité même. Dieu est partout. Toi, Eric, tu es Dieu, je suis Dieu. Et Michel aussi est Dieu. Donc, tout ça là, si nous pensons que tout se résulte, tout est une résultante de ce que nous faisons comme œuvre. Je pense que nous allons nous mettre à travers ces jeux-là que les gens créent partout. Et ça nous crée des ennuis dans tous les domaines. Donc moi, je dis une chose, c'est que les pasteurs aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait une horde de pasteurs qui sont interposés par rapport à l'acte qu'a posé sur Jésus et Baoulé. C'est parce qu'ils ont constaté qu'à un moment donné, c'est du trop. C'est du trop. Et que, et aussi, eux aussi, ils ont constaté que s'ils ne savent pas faire, ils vont emballer des gens dans cette bassesse-là. Donc, il faut aller vite pour arrêter l'hémorragie. Donc, je crois que, comme Eric l'a dit, de la prison, il va apprendre mieux. L'homme aussi doit penser là. Moi, je dis que c'est une question de personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, moi, comme ça, me dire qu'il y a quelqu'un, Dieu, quelque part, qui est descendu, qui se voile pour dire que c'est Jésus qui est là-bas et que les gens vont... Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui anime les gens. Mais... Heureusement que c'est un Jésus baoulé. Oui, mais il voit rien. Mais c'est qu'il faut nous, véritablement aussi comprendre, c'est que ces personnes-là cherchent des forces ailleurs. Et c'est à partir de ces forces qu'ils agglutinent les gens. Si je vous parle de quelque chose, actuellement, l'œuvre de Dieu, nous savons ce que c'est. C'est-à-dire que les gens passeront par tous les moyens pour produire des miracles et puis se mettre à un niveau élevé de croyance et abrutir, comme nous le disons, ou ramener des gens vers cette situation. Je crois que c'est dangereux. Il faut que l'État, je l'ai dit, il faut que l'État mette des moyens pour la censure. Parce que si on laisse les choses drainer, je vous dis, demain, l'Africain ne va pas travailler, nous tous, nous allons dormir dans les églises. Et c'est dangereux. Notre développement dépend de l'action ou de l'activité que nous menons. On ne peut pas tout le temps, 7 sur 7, être à l'église. Non, je crois que Dieu est comme ça. Allez, on va quitter donc notre Jésus baoulé. Je voulais donner l'exemple de ce qui s'est passé dans les années 80 ici au Togo. On était encore au cours primaire quand une dame est arrivée, c'est une dame qui est arrivée, elle était logée chez des parents à Foreva et subitement on nous a dit qu'elle avait des signes de Jésus et donc elle avait les mains percées. Comme on avait cloué Jésus et donc elle avait les mains percées, vous voyez du sang qui coulait et donc nous, on a cherché à savoir ce que c'est. La curiosité, mais il fallait voir le monde qu'il y avait. Nous, comme on était tout petits, on n'arrivait pas à aller véritablement regarder. Mais de loin, on suivait la scène. Mais il y avait tellement de monde. Et subitement, on a dit que c'est une Béninoise et donc elle devait repartir chez elle. Elle est partie. Et après tout ça, on s'est dit, mais que logiquement, quand c'est comme ça, puisqu'elle était catholique, et donc l'Église catholique allait la récupérer et faire comme on a fait, on a Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame en France et un peu partout, parce que c'est des images qui venaient et les gens regardaient et les gens allaient faire leur pèlerinage. Donc, on a dit qu'elle devait aller à Togoville.
Et vous comprenez un peu tout le système. Jusqu'à la disparition, elle est partie. Personne n'a su plus de nouvelles de cette dame. Non, mais la Vierge Marie qui avait des signes de Jésus. Alors, voilà. Allez, donc on va quitter notre Jésus baoulé et tout ce peuple baoulé pour le Burkina Faso. Dans son adresse du vendredi dernier, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a annoncé l'ouverture du dialogue avec les groupes armés. Selon le président du Faso, il s'agit d'actions civiles qui vont mobiliser et impliquer les acteurs importants de la vie des communautés. L'objectif, comme Valentin Mayaba, est de retirer des rangs des groupes armés des jeunes burkinabés et les aider à s'insérer dans le tissu social. Oui, je crois que c'est une bonne action. Je le disais, hein, il y a cela un petit temps que la junte, enfin burkinabé aujourd'hui, a l'obligation de répondre à certaines obligations qui leur incombent parce que le coup d'État qui est intervenu dans ce pays, le motif premier, c'est que Kaboré avait quand même utilisé la fibre de lutte contre le terrorisme, son credo de campagne, et que véritablement nous avons vu qu'il y a une migration de ces djihadistes-là dans le pays, même en pleine capitale, tous les jours on enregistrait des attaques, des tueries et tout. Donc, je crois qu'ils se plaignaient que le gouvernement ne leur avait pas doté de moyens pour lutter efficacement contre cette terreur. Donc, il faut changer de logiciel. C'est ce que Damiba est en train de vouloir faire parce que nous l'avons dit souvent ici que ces djihadistes, c'est pas des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des jeunes du milieu qu'on utilise à d'autres fins pour pouvoir les enrôler dans ces bases-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faut la collaboration avec le public, la population pour pouvoir démanteler ces réseaux-là et trouver des stratégies pour pouvoir récupérer les jeunes burkinabés qui sont enrôlés dans ces jeux. Donc, je ne sais pas quelle serait la stratégie la mieux adaptée ou la mieux choisie qu'utiliser la jointe pour pouvoir quand même jouer. Puisque c'est important, parce qu'il faut le noter, c'est très important. Si on arrive à convaincre les jeunes burkinabés aujourd'hui à ce qu'ils ne puissent pas quand même faire partie de ces groupes-là, oui, je crois que ça peut quand même être un point de plus par rapport à la lutte. La lutte, on l'a dit, elle doit être une lutte communautaire. Elle ne doit pas être une lutte individuelle, non. Aujourd'hui, vous voyez déjà que cette migration s'est jouée sur des fibres beaucoup plus subtiles. C'est-à-dire que quand vous prenez des jeunes qui sont là-bas, on leur propose des trucs de rien du tout et puis on leur travaille leur mental et tout, on les enrôle. La pauvreté en est quelque chose. Donc, il faut toujours continuer à chercher des stratégies pour pouvoir récupérer ces jeunes-là qui sont enrôlés dans ces groupes-là. Donc, moi, je dis que la jointe, avec le sommet qui a eu lieu récemment, je crois qu'il y a eu comment l'appelle-t-on ? Il y a des injonctions qui ont été données à ces trois pays-là, à ces deux pays surtout, puisque l'autre avait déjà eu la sienne. Pour comme quoi, si on n'accélère pas vite le processus, donc il y aurait des sanctions qui vont encourir. Et même, je crois qu'ils ont pensé mettre un médiateur comme ils l'ont fait au Mali pour accompagner le processus au niveau du Burkina. Je crois que les 3 mandats, les 3 ans donnés par la junte pour organiser des élections dans ce pays n'a pas été accepté par la CEDEAO. Mais on attend de voir parce que, quoi qu'on dise, il faut un médiateur. Ils ont promis de choisir un médiateur pour accompagner le processus dans ce pays-là. Mais, on le disait souvent, il faut d'abord régler les problèmes endogènes. C'est de ça il s'agit. C'est-à-dire qu'avant d'aller aux élections, on ne peut pas quitter comme ça pour rentrer dans un processus électoral quand le pays est divisé complètement, quand il y a l'insécurité qui est à un niveau exponentiel, même si mon confrère Eric n'est pas d'accord avec moi parce qu'on ne finira jamais de résoudre le problème de djihadisme. Mais je me dis aujourd'hui qu'il faut quand même arriver à mettre du paquet dans ce sens-là et pour que les élections ne soient pas quand même source d'insécurité. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on va vouloir organiser des élections dans ce pays. Je veux parler du Burkina. Vous allez voir que d'autres zones ne vont pas quand même arriver à voter parce que
ils ne pourront pas avoir accès. Donc c'est de ça il s'agit. Il faut garantir. La question sécurité, c'est une question vraiment difficile à cerner, que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut finir avec cette question-là. Je crois que la CEDEAO doit comprendre, moi je le disais, qu'avec des erreurs qu'elle a eu à commettre dans ce processus-là, avec même des parties prenantes, je crois qu'ils vont comprendre à la relecture de la charte pour qu'un coup d'État qu'on ne souhaiterait jamais, même s'il advenait qu'il y ait coup d'État, que les réalités qui amènent des gens à y aller, qu'on puisse penser à comment des choses pour qu'on ne puisse plus rester dans cette infernale crise-là qui mine les pays-là. Et puis, c'est des pertes énormes, c'est-à-dire en économie, en vies humaines et tout. Donc, tout ça là, je crois que ça ne fait pas le développement de notre continent. Il faut qu'à un moment donné, qu'on aille à une table ronde, qu'on ait une discussion franche. Ce n'est pas des discussions isolées, ce n'est pas des poignées de personnes qui vont discuter. Il faut mettre les acteurs, il faut rassembler les acteurs. C'est une question de synergie d'action. Et je crois que cette question, ce cas en train de faire d'Amiba, je crois que c'est à saluer. On va encourager cela. La CEDEAO même, je crois qu'elle va donner son onction pour que le processus puisse quand même aboutir à quelque chose, même s'ils n'acceptent pas les 3 ans que la junte a donné. Ils vont essayer de mettre quand même des balises pour que des élections s'organisent, pour qu'on ne débouche pas encore sur des sanctions qui ne arrangeront personne. Eric Johnson, c'est vrai qu'on parle plus des jeunes qui sont enrôlés par naïveté, appât du gain, contrainte ou désir de vengeance. Mais selon vous, est-ce que ce n'est pas un moyen pour la jeune de pouvoir commencer par discuter avec des groupes rebelles, des djihadistes? Mais je pense que même en temps de guerre, il faut discuter avec ses ennemis. Parce que on n'est pas sur un terrain politique pour parler d'adversaires politiques, mais là, c'est des ennemis. Parce que des gens qui s'entretuent, c'est qui ne s'aiment pas. Et je crois que le libellé même du sujet, l'ouverture de dialogue avec les groupes armés, il faut ajouter certains groupes armés. C'est ce qu'il a bien dit dans son discours. Parce qu'il faut faire attention. Il sait très bien que tous les groupes armés ne vont pas s'asseoir à la même table pour discuter. Parce que d'abord, entre ces groupes-là, il y a des rivalités. Et de l'autre côté, des rivalités avec l'État burkinabé. Il ne faut pas oublier que ces groupes-là ne sont pas constitués que de gens qui viennent d'ailleurs. Il y a des Burkinabés qui font partie de ces groupes armés et qui créent la désolation au sein des populations. Parce que, en réalité, ces gens-là agissent aujourd'hui tout simplement pour obtenir certaines choses. Ouais. Et donc, on ne pourra pas donner à tout le monde ce qu'il veut. Autrement dit, il peut y avoir un éclatement du pays, du Burkina Faso. On va avoir un partage du territoire burkinabé. Et ce qui n'est pas du tout bien pour ce pays-là. Maintenant, quand on va discuter avec certains groupes, les groupes qui ne seront pas de cette discussion, quels seront leurs comportements après? Comment vont-ils alors juger ce qui a été fait? Du gouvernement. Et maintenant, quelles seront leurs actions immédiates sur le terrain? Il faut qu'on pense à tout ça. Je dis quoi? Ils seront irrigués, ces groupes, ils ne sont pas invités. Bien sûr, à la table bien de sûr, discussion. bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis toujours que si cette junte-là, conduite par le colonel Damiba, pouvait faire ce truc-là, mais je ne vois pas pourquoi on va faire un coup d'État. On pouvait conseiller le président Roch Christian Kaboré à négocier ou à discuter avec ces groupes-là. Je crois que Roch Christian Kaboré l'a tenté, mais ça n'a pas marché. Et je ne sais pas quelle alchimie, lui, militaire, pourra réussir.
Parce que déjà, vous savez, il y a cette méfiance entre ces groupes-là et l'État. Je vais vous présenter mes dirigeants et derrière, vous allez les éliminer. Vous savez, il y a cette méfiance-là qu'il ne faut pas oublier. Et donc, je me dis, si... Vous voulez parler de ceux qui dirigent les groupes? Les groupes armés. C'est pour ça, vous voyez bien que lorsqu'on dit qu'il y a discussion, on envoie des sous-fifs pour que les dirigeants même soient derrière pour téléguider. Après, on dit, bon, c'est une délégation de tel groupe, une délégation de tel groupe. Mais jamais les chefs de groupe ne viennent pour discuter. Et ceux-là, quand ils viennent pour discuter, c'est qu'ils doivent prendre des ordres derrière. Vous voyez, au cours des discussions, les gens sortent et ils téléphonent, ils appellent pour avoir la base. Et donc, je crois que si ce n'était que juste pour travailler sur le terrain de cette manière, on pouvait franchement conseiller le président Roch Christian Kaboré et on éviterait ce coup d'État au Burkina Faso. Alors, comme Imayaba, il y a des responsables communautaires et religieux qui ont été aussi contactés. C'est pour peut-être jouer le pont entre le gouvernement actuel et ces groupes djihadistes. Oui, en fait, avant même de répondre à votre question, je voulais revenir sur un aspect que développait Eric Johnson par rapport au coup d'État qu'a été victime Christian Kaboré. Vous savez, souvent ces coups d'État s'expliquent. Ça s'explique comment? C'est-à-dire que les militaires ou la population estiment que ceux qui sont aux affaires sont de connivence avec le colon. Je veux parler de la France. C'est-à-dire que... C'est ça la raison principale. Non, en fait, ça ne se dit pas assez. Mais je vous dis aujourd'hui que la plupart des présidents qui sont aux affaires et qui sont de connivence avec la France, en l'occurrence, c'est des gens qui ne sont pas aimés par le peuple. Vous savez visiblement, à ces derniers moments, vous savez que l'Afrique a un sentiment anti-français. C'est-à-dire que l'Afrique occidentale, surtout, l'Afrique française, il allait dire... Ça s'augmente de plus en plus. Oui, voilà. Sentiment anti-français. Oui, ça s'augmente, ça s'élargit. Et donc ceux qui sont un peu avec la France sont désavoués. Et donc, on le voit sur les réseaux sociaux. On le voit sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de baromètre. Voilà. D'autres baromètres pour le prouver. Dans tous les cas. Ce que nous disons, c'est quoi? C'est-à-dire que quand il y a une migration, on vous dit, je vais vous doter les moyens pour pouvoir lutter contre ces djihadistes, alors que vous ne faites rien. Vous ne faites rien pour quand même que ces djihadistes-là puissent se freiner, alors qu'on vous soupçonnait entre-temps d'être du côté des gens qui sont venus vous aider. Vous voyez, vous allez voir visiblement que très tôt, le pouvoir va partir. De deux, il y a aussi le problème de gouvernance qu'on a évoqué. Parce que quand vous êtes aux affaires et que vous faites tout sans tenir compte de la réalité du peuple, un matin, la révolution va emballer. C'est de ça il s'agit. Mais ici, l'armée, quand l'armée dit, elle connaît, quand il dit par exemple qu'il ne sait pas c'est quelle magie le pas colonel... Quelle alchimie, j'ai dit. Pas quelle alchimie plutôt. Le colonel Damiba va utiliser pour pouvoir quand même trouver solution à ça. Je dis non, parce que quand on parle de l'armée, c'est quoi? C'est-à-dire que, je vous dis, quand les gens disaient qu'au Burkina, Compaoré n'en est rien pour ces rebelles, enfin, ces djihadistes, je dis non, parce que depuis longtemps, la plupart des rebelles, ou la plupart des djihadistes qui sont actuellement enrôlés dans ces régions-là, c'est des gens qui ont fait avec l'ancienne armée, c'est-à-dire qu'avec l'armée de Compaoré, qui les connaissent et tout. Je crois que pour négocier... L'armée de Compaoré a changé? Non, l'armée de Compaoré, quand je dis... Vous peut-être dire que non, le président Compaoré arrivait à discuter facilement avec ces groupes armés. Non, après même le putsch de Compaoré, quand il est parti, vous savez qu'il y a un grand nombre de personnes armées qui sont parties aussi, les gens qui n'ont pas été, c'est eux qui deviennent souvent des rebelles.
C'est-à-dire, quand on parle des rebelles, c'est des gens qui n'ont pas été voulus par l'armée, qui ont été rejetés et qui se retrouvent de l'autre côté. C'est qu'ils font. Partout ça se trouve. Quand vous parlez en Centrafrique et tout, vous allez trouver que ces personnes-là, c'est des gens qui ont déjà fait l'armée et à un moment donné, un pouvoir vient et ils sont délaissés. Donc, ils vont contre le pouvoir. Donc, c'est de ça que je dis. Aujourd'hui, ce qui est important de faire, comme je le disais, je crois que le colonel Damiba peut mieux discuter avec ces rebelles-là. Je crois que ça vient de commencer. Cette assise-là qu'il est en train de faire, je crois qu'il peut le faire à 2 niveaux. Dans un premier temps, une assise nationale, puisque même tous les pays qui ont connu des coups d'État doivent quand même penser à ces alternatives-là. Au Mali, on en avait connu. Je crois qu'il y avait cette concertation. Une concertation nationale. Et je crois que... C'est assise nationale. Non, ils allaient parler c'est d'une assise nationale. En Guinée, on a parlé du CNT, le Conseil national de transition. Et actuellement, je crois à choses qui sont à Doha, là, à Qatar, là, au Tchad plutôt. Et ils sont en train de discuter. Donc, je crois que tout coup d'État finit toujours par s'entendre, c'est-à-dire faire une concertation et pour trouver éventuellement des solutions. Je crois que la CEDEAO devait quand même attendre à ce que cette discussion-là puisse définir. Je crois que c'est à travers cette discussion-là qu'on peut trouver des voies et moyens pour pouvoir parler d'un calendrier électoral, que de brandir un calendrier électoral qui ne répond pas, puisque c'est vrai qu'on peut pouvoir le faire. Mais je le dis, moi je le maintiens toujours, ça ne va pas résoudre véritablement le problème. Si les acteurs se mettent d'accord sur l'ensemble du processus pour quand même déclencher le processus électoral, je crois qu'on va éviter au mieux. C'est vrai qu'on ne finira jamais les problèmes dans un pays, mais les problèmes récurrents que nous avons, ça risque quand même de s'amenuiser et puis on peut trouver solution à certaines solutions. Le dialogue après le calendrier ou bien la durée de la transition, c'est vrai qu'au Burkina Faso, on connaît déjà la durée de la transition. C'est 3 ans. 3 ans. N'a pas encore donné son OK. Hein. Mais non, je voudrais répondre un peu à mon collègue. Vous savez, on a toujours reproché, en fait, au pouvoir de Blaise Compaoré, c'est de discuter avec ces groupes armés-là qui sévissaient pas au Burkina dans le temps, mais dans les autres pays du Sahel, comme la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad. Tout simplement parce que on se demandait ce que le Burkina laissait à ces groupes armés pour que ces groupes armés ne viennent pas au Burkina attaquer le Burkina Faso. Aujourd'hui, quand le colonel Damiba dit « je vais discuter avec ces groupes armés », qu'est-ce qu'il va laisser? Parce que ces gens-là, quand ils viennent à une discussion, d'abord, c'est des revendications qu'ils font et ils sont prêts à tout. Ils disent, nous voulons ceci et il faut le leur donner avant qu'ils ne réagissent favorablement par rapport à ce que vous leur proposez. Surtout des garanties sécuritaires. Alors, qu'est-ce que le Burkina est prêt aujourd'hui à laisser dans la cagnotte pour que ces groupes armés puissent réagir promptement à ce que demande le colonel Damiba? C'est la première question. La deuxième, on va pouvoir répondre à cela après le journal. On marque la pause et on revient pour la suite.